disais donc que à cette occasion de remercier déjà le ministre de l'administration de l'opportunité de informer le grand public sur la gestion des risques de catastrophe au Cameroun. L'action de la direction de la protection civile n'est pas souvent très bien perçue par le grand public, donc je vais donc saisir cette opportunité pour montrer tout le travail qui est fait en amont et même en aval en ce qui concerne la gestion du Cameroun. Disons d'abord tout simplement que la catastrophe résulte de la combinaison entre les facteurs. Le premier facteur c'est l'aléa et le second c'est la vulnérabilité. L'aléa, c'est comme ça se dit, c'est quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Par contre, la vulnérabilité qui traduit le niveau d'exposition à un risque peut être contrôlée, elle peut être réduite. Donc, dans la lutte contre les catastrophes, nous allons mettre l'accent sur la réduction de la vulnérabilité des populations par rapport à un risque quelconque. Et la gestion des catastrophes renvoie à l'ensemble des moyens, des méthodes utilisées pour prémunir, pour protéger les populations contre les catastrophes et contre leurs effets, ainsi que protéger leurs biens et l'environnement. Alors, quelques exemples de catastrophes ici au Cameroun que vous connaissez. Nous avons, on peut prendre le cas de Ouaché en octobre 2019. On peut citer le cas de l'accident de Zeka, le 21 octobre 2016. On peut citer le cas de la rupture du barrage de retenue d'eau au niveau du quartier Mbakolo. On a beaucoup d'exemples au Cameroun. Dans le monde, on a le tsunami du 26 décembre 2004 qui avait fait plus de près de 300 000 morts. Alors, là, j'ai pris des exemples de catastrophes à ne pas confondre avec de simples accidents. Parce que le grand public fait souvent la confusion entre les deux. Vous avez un violent orage qui est fait dans la ville de Yaoundé. Vous avez la destruction de près de 150 maisons avec des morts d'hommes dans un quartier. On va parler d'une catastrophe. Mais si vous avez un violent orage avec un léger ruissellement qui détruit une seule cuisine, dans un quartier où vous recensez près de 2000 personnes, on ne va pas parler de catastrophe. Cela constitue certes un accident pour lequel les pouvoirs publics peuvent également se pencher puisqu'ils ont le devoir de porter assistance aux populations victimes de ces différents accidents. Bien, j'ai cité beaucoup d'exemples de catastrophes, c'est pour montrer que c'est des phénomènes qui vont induire beaucoup de dépenses si on laisse les catastrophes se produire régulièrement. C'est-à-dire que la gestion de la catastrophe, lorsqu'elle est déjà là, nécessite beaucoup de moyens au niveau des pouvoirs publics. Or, ces moyens, très souvent, n'existent pas toujours. Qu'est-ce que nous allons donc faire au niveau du Cameroun? Nous allons essayer d'agir en amont. On va essayer de faire en sorte, on va essayer de réduire la vulnérabilité, on va essayer de réduire les effets de catastrophe, notamment à travers la prévention. Alors, les actions de prévention visent surtout à sensibiliser les populations face aux risques, à amener les populations à adopter une attitude responsable face à l'environnement. Donc nous savons par exemple tous que c'est parfois l'accumulation des déchets dans les conduites d'eau, dans les égouts, qui entraîne souvent de graves inondations. C'est parfois la déforestation, donc la mise à nu du sol, qui entraîne des ruissellements intempestifs importants qui détruisent le sol, qui provoquent des glissements de terrain. Donc, dans la politique gouvernementale en matière de réduction des risques de catastrophes, un accent particulier sera mis sur la prévention des catastrophes. Et d'ailleurs, même à ce sujet, un ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la réduction des risques de catastrophes disait $1 investi dans la prévention équivaut à $10 investis dans l'intervention. Alors, maintenant, au niveau de la direction de la protection civile, compte tenu du fait que la gestion des catastrophes, lorsqu'elles se sont déjà produites, nécessite des moyens colossaux que l'État n'a pas, on a mis un accent sur la prévention. Et pour cela, on a développé un certain nombre d'outils de planification
qui permettent de connaître son environnement, de connaître les endroits, les zones à risque, qui permettent de guider les autorités dans le management des catastrophes. Ces éléments de planification, c'est ce que nous appelons des plans. Alors, nous avons développé plusieurs types de plans au niveau de la direction de la protection civile. Vous avez le plan national de contingence, ça c'est au niveau national. C'est pour adresser la problématique des éléments catastrophiques qui peuvent se produire au niveau national, qui ont une envergure nationale. Je peux prendre par exemple un exemple banal dans le domaine de la santé animale, la grippe aviaire, donc, ou bien le phénomène Ebola. Un seul cas d'Ebola dans la région, dans une ville, dans la région de l'Est, ça c'est un événement qui peut rapidement avoir une envergure nationale et qui peut nécessiter le déclenchement du plan national de contingence. Au niveau des régions, il existe également ce qu'on appelle le plan régional de contingence, mais que nous n'avons pas encore développé. On va le faire dans les prochains jours. Au niveau du département, nous élaborons des plans d'organisation de secours qu'on appelle des plans ORSEC. Alors sur l'ensemble des départements du Cameroun aujourd'hui, je crois qu'il y a près de plans qui sont élaborés, c'est un processus qui suit encore son cours. Au niveau des arrondissements, nous développons ce qu'on appelle plan communaux de sauvegarde, encore appelé plan de prévention des risques. Alors, c'est des documents qui existent déjà pour des communes situées autour du Mont Cameroun et autour du lac Mono. Alors, nous espérons poursuivre le travail pour beaucoup d'autres arrondissements du Cameroun. Donc, en matière de prévention, nous développons ces outils de planification que nous appelons les plans. Nous organisons également des campagnes de sensibilisation vis-à-vis du grand public. Et le point d'ordre de cette campagne de sensibilisation, généralement, c'est le 1er mars et le deuxième mercredi du mois d'octobre. Dans le 1er mars, nous célébrons la journée mondiale de protection civile. Et le deuxième mercredi du mois d'octobre, nous célébrons la journée internationale de prévention des catastrophes. Alors, en dehors de ces journées, chaque fois que nous avons un événement, parfois un événement malheureux, lorsque nous intervenons, nous en profitons pour sensibiliser les populations sur la problématique, notamment des zones à risque, parce que c'est ce que le grand public voit le plus lorsqu'il y a une inondation, bien décimant de terrain qui a ensevelé des maisons ou des personnes. Alors, à côté de la prévention, nous faisons également ce qu'on appelle la préparation. La préparation renvoie beaucoup plus au renforcement des capacités des acteurs, des différents acteurs qui doivent intervenir dans la gestion des risques de catastrophes. Alors la gestion des risques de catastrophes est multisectorielle. Donc en ce qui concerne le renforcement des capacités, nous n'allons pas seulement nous focaliser sur le personnel de la direction de la protection civile, mais nous allons également renforcer les capacités des autres partenaires institutionnels qui travaillent avec nous au quotidien. Donc, c'est que on a parlé de l'Organisation internationale de protection civile dans un élément tout à l'heure. Vous allez souvent entendre que des corps nationaux de sapeurs-pompiers ou bien d'autres administrations sectorielles sont allés suivre des formations, soit au Niger, soit à Genève, dans le cadre de la coopération avec la direction de la protection civile. Bien, en dehors de la préparation, nous faisons également des interventions. L'intervention se résume à quoi? L'intervention, c'est lorsque la catastrophe a eu lieu, puisqu'on ne peut jamais empêcher une catastrophe de se produire. Et là, on va organiser la zone sinistrée, on va mobiliser les secours, l'autorité administrative, à travers les documents de planification qu'on a élaborés, va conduire les opérations. J'avoue que c'est ici que nous avons souvent quelques problèmes avec le grand public qui se demande toujours, mais nous ne voyons pas la direction de la protection civile lorsqu'il faut intervenir. Il faut comprendre que cette activité est dévolue au Corps national de sapeurs-pompiers qui a été mise à la disposition du MINAT. Donc, le personnel de la direction de la protection civile se déploie également sur le terrain, notamment lorsque nous avons de l'assistance ou lorsqu'il y a une catastrophe. Les premières mesures d'assistance qui sont fournies aux populations sont faites par la direction de la protection civile. Donc il est question à ce moment-là de leur apporter de l'aide d'urgence, étant entendu que les actes de sauvetage, les actes médicaux seront menés par les personnels qualifiés à cet effet. Ça peut être les sapeurs-pompiers, ça peut être le personnel du SAMU, ça peut être le personnel de la Croix-Rouge, mais le personnel de la direction de la protection. Son rôle en matière d'assistance humanitaire d'urgence.
Bien. Maintenant, pour ce qui est des chantiers, futurs, qu'on va faire. Il faut reconnaître que la loi qui régit la protection civile au Cameroun date de 1986. C'est une loi déjà un peu ancienne. Donc nous avons pour chantier de créer une nouvelle loi qui est adaptée au contexte actuel. Le contexte actuel qui est également dominé par le changement climatique. Donc nous savons que c'est une nouvelle donne et nous le vivons parce qu'avec le changement climatique, on ressent la hausse des températures. Hausse des températures, ça veut dire dans certaines régions la fonte des glaciers, ça veut dire ici chez nous des pluies beaucoup plus abondantes dans certaines régions ou alors la sécheresse beaucoup plus abondante dans d'autres régions. Donc il faut adapter nos lois, notre réglementation à ce nouveau contexte. Donc déjà la loi sur la protection civile de 1986, on entend écrire une nouvelle loi. On a également fait des propositions de textes visant à créer une agence de protection civile. Alors, en dehors de tout ça, nous procédons régulièrement à la révision des documents de planification que nous avons conçus dans les plans ORSEC tels que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, font l'objet d'une révision. Et il en est également du plan national de contingence qui fait également l'objet d'une révision. Donc, beaucoup d'autres éléments sont dans le pipe, sont en chantier, et ceci pour essayer de faire vraiment, pour avoir d'ici peu une protection civile update et qui sera beaucoup plus visible par le grand public. Donc, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne les différents enjeux et les défis pour ce qui est de la gestion des risques de catastrophes au Cameroun. Donc, pour le résumer, nous élaborons beaucoup d'outils de planification en amont parce qu'il faut prévenir, il faut éviter que les catastrophes se produisent ou alors lorsqu'elles se produisent, il faut vraiment mitiguer leurs effets sur les populations, sur les biens et sur l'environnement. Je vous remercie. Je suis Oscar, je suis promoteur des médias Tribune de l'Info. Alors ma question est relative à des chiffres. En termes de catastrophes au Cameroun, pouvons-nous avoir une idée sur le nombre de vies perdues sur les 2 ou les 3 dernières années? Si vous l'avez constaté dans mon exposé, j'ai évité de faire allusion aux chiffres, qui est souvent parfois une pomme de discorde entre les politiques. Pour ce qui est des chiffres, nous tenons au niveau de la direction de la protection civile ce qu'on appelle le journal des catastrophes. Alors c'est un document que vous pouvez consulter et qui peut vous donner exactement le nombre de personnes décédées au cours d'une année à cause des catastrophes. Dans les chiffres exacts, je ne les ai pas ici, mais si vous consultez le journal des catastrophes, vous les avez. Je suis Gervais Memana pour Impact Eco News. Alors j'ai quelques petites préoccupations. La première, c'est, vous dites que lorsqu'il y a une catastrophe, vous déployez votre plan contingence ou régional, selon l'ampleur de la situation. Alors ma première question est de savoir, est-ce que l'autorité ou les autorités à qui vous remettez ces plans-là peuvent bien les interpréter et les conduire? Est-ce qu'ils ont est-ce que vous leur avez inculqué les connaissances dans ce sens-là? La deuxième préoccupation, c'est est-ce que votre direction est représentée au niveau régional et départemental de manière à réagir promptement aux difficultés qui pourraient survenir? La troisième, vous aviez déployé 3 niveaux de plans. Est-ce que vous pouvez les dire au Cameroun quelles sont les zones à haut risque, de manière peut-être à prévenir la population sur les éventualités qui pourraient arriver? Et maintenant, à la suite de votre exposé, vous avez établi une certaine relation de proximité entre vous et les sapeurs-pompiers. Mon interrogation, c'est où mettez-vous la Croix-Rouge dans cette collaboration? Merci. Je parlais tout à l'heure de la préparation des acteurs, si vous avez bien suivi mon exposé. Ça, c'est le renforcement des capacités. Les autorités administratives font partie des acteurs de la protection civile. Puisque nous sommes ici, nous sommes des acteurs de la protection civile.
Donc, lorsque nous procédons à la révision des plans d'organisation de secours, c'est l'occasion de permettre à ces autorités de maîtriser cet outil. C'est un outil qui est mis à leur disposition dès qu'il est élaboré et qui est révisé constamment. Donc, les autorités administratives sont bien éduquées et sont bien formées à l'utilisation des plans mis à leur administration. Ça fait partie de la phase que j'ai appelée la préparation à la gestion des risques de catastrophe. Maintenant, j'aimerais avec d'autres acteurs, ceux de la Croix-Rouge. Effectivement, nous travaillons avec les acteurs de la Croix-Rouge, notamment lorsque la catastrophe survient, et même dans le cadre de la préparation. Lorsque nous élaborons ces outils, l'élaboration est faite de manière participative et multisectorielle, dont la Croix-Rouge est constamment en ligne. Dit tout à l'heure, c'était dans ces plans-là, on identifie les zones à risque, on identifie les moyens qui sont disponibles. Pour ce qui est de la cartographie des zones à risque, vous avez des zones au Cameroun où cette cartographie est bien faite. Je l'ai même dit dans mon exposé quand j'ai parlé des plans communaux de sauvegarde. J'ai dit qu'il y a des plans qui ont été élaborés autour du lac Mounoun, autour du mont Cameroun. Oui, ça c'est des plans où les zones à risque ont été bien cartographiées. Également au niveau de la partie septentrionale du Cameroun, dans le cadre d'un projet appelé REPEC, vous avez des zones à risque qui ont été cartographiées. Il y a encore beaucoup de chemin à ce niveau, mais nous essayons. De manière précise, je voudrais savoir, est-ce qu'à l'heure où nous en sommes, on peut de manière claire classifier les zones à haut risque au Cameroun? Tout à fait. Des risques ont cette particularité qu'ils définissent même le niveau de vulnérabilité. Donc, on peut, autour du mont Cameroun, je prends le cas de la zone autour du mont Cameroun qui est déjà une zone à risque, on peut à ce niveau-là déterminer des zones à haut risque, très haut risque même qu'on va appeler des zones rouges. On peut déterminer des zones où le risque est élevé, des zones où le risque est moyennement élevé et même des zones où le risque est faible. Donc, les zones à très haut risque, jamais c'est des zones interdites d'accès. Vous ne pouvez pas y aller. Les zones à haut risque, c'est des zones où vous pouvez aller, mais sous condition. Et vous pouvez y aller, mener une activité, mais vous savez, vous pouvez vous retirer à tout moment. Et les zones où le risque est faible, c'est des zones où vous pouvez mener vos activités, mais vous ne pouvez pas vous installer là, dans ces zones-là de manière définitive. Je crois que c'est la question que vous posez. Ou alors, si vous voulez une réponse globale pour les zones à risque au Cameroun, il y a des risques partout au Cameroun, mais il y a des zones, par exemple la chaîne, je ne sais pas si vous voulez que l'on parle de géologie, la chaîne volcanique qui va du sud jusque dans la partie septentrionale, passant par Boya, le Mongo, l'ouest et tout le reste. Ça, ce sont des zones à haut risque. À cause déjà du relief, on a beaucoup de problèmes. Vous avez des zones qui sont parcourues par des cours d'eau où le risque d'inondation est très élevé. Vous avez le cas du maillot d'Anaï, dans l'extrême nord. C'est le sud. J'aimerais savoir si Bankolo, parce qu'on se souvient de la catastrophe d'il y a quelques jours, si Bankolo avait été identifié comme une zone à risque. Si oui, pourquoi avoir laissé les populations s'installer de part et d'autre, et puis pour réagir plus tard? Et j'aimerais savoir ce que le MINAT a fait juste après cette catastrophe pour que ce quartier soit encadré pour les années à venir et qu'il ne soit plus en pleine capitale. Parler du cas de Bankolo. Bon, nous sommes là vous étiez sur le site, nous sommes sur des flancs de collines avec une vallée très encaissée. C'est des zones dites non édificantes, où l'on ne devrait pas construire. En principe, le plan d'occupation des sols dressé par la mairie, si on suit bien le plan d'occupation des sols dressé par la mairie, on ne devrait pas construire dans cette zone-là. C'est une zone dite non édificante. Bon, ça c'est la réglementation. Maintenant, le suivi de la réglementation, c'est autre chose. Qui veut dire que les gens y ont construit et les gens ont laissé leur vie. Alors,
qu'est-ce que nous avons fait? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a une catastrophe comme celle-là qui survient, le MINAC, vous avez des dizaines de familles qui du jour au lendemain se retrouvent clair de l'eau. Elles sont complètement démunies. Qu'est-ce que nous faisons? Nous leur apportons l'assistance d'urgence, les denrées de première nécessité, le matériel de couchage. On l'a fait en Bankolo. Et puis également, nous identifions des zones de recasement, ne serait-ce que provisoire. Ceci, on le fait en partenariat avec les municipalités. Les gens, je crois que les victimes de Bankolo, pas que je crois, les victimes de Bankolo ont été pour la plupart relogées à la maison de partie de Konkana. Vous les avez hébergés là-bas, après avoir reçu l'assistance du gouvernement. Mais ce n'est pas seulement la direction de la protection civile, je crois que même les parlementaires, les sénateurs aussi, beaucoup d'autres ont apporté. Disons, le gouvernement dans son ensemble, l'État dans son ensemble, leur a apporté l'assistance. Donc, le problème pour ces zones non constitutives, c'est des zones qui sont connues, mais maintenant c'est l'application de la réglementation. C'est ça qui fait problème. Donc si elle était scrupuleusement appliquée, les gens n'iraient pas construire dans ces zones-là. Pour le général température, pour une première question, je vais revenir sur les dernières préoccupations. Est-ce que, par exemple, dans la ville de Yaoundé, vous avez déjà établi une cartographie des zones à très haut risque pour que les personnes n'aillent plus construire de ce côté? Est-ce que cette cartographie est également mise à disposition de tous les Camerounais? La deuxième question est de savoir, tout à l'heure vous avez affirmé que les sapeurs-pompiers sont mis à disposition de la protection civile. Est-ce que, comme les sapeurs-pompiers, votre direction a un numéro vert, puisse au cas échéant appeler un numéro vert? On commence par le numéro vert. Hein. Alors, il y a un numéro vert, c'est le 114. Alors, mais là, je ne sais pas s'il est toujours opérationnel, mais lors de la catastrophe de Zeka, ce numéro-là était fonctionnel. C'est le 114. Le numéro de donc, on y a pensé. Bon, maintenant, pour ce qui est du plan de prévention de risque pour Yaoundé, sincèrement, je dirais qu'un tel plan n'existait pas. Je l'ai dit tout à l'heure, on avait fait des plans de réduction, de prévention des risques autour du Mont Congo, autour du lac Mono. Maintenant, pour ce qui est de Yaoundé, je sais que la c'est un plan d'occupation des sols. Et le plan d'occupation des sols se fonde sur les zones à risque, les zones dites non édificables. On ne devait pas construire. Ça existe. Les flancs de collines de Montolo, c'est des zones non édificables. Des zones marécageuses, je ne sais pas où, dans la ville de Yaoundé. C'est des zones où c'est des zones non constructibles. Et comme je disais tantôt, la problématique, c'est maintenant l'application de la réglementation face à la pression démographique. Donc c'est des zones qui sont connues. Maintenant, pour ce qui est de la diffusion de l'information, rapprochez-vous des structures compétentes. Si vous voulez avoir le plan d'occupation des sols de la ville de Yaoundé, je crois qu'il est très simple de se rapprocher de la communauté urbaine. Tout simplement, bien peut-être d'aller sur leur site. Je ne sais pas si c'est publié sur leur site, mais c'est des choses qui sont, c'est des documents qui sont connus. Merci. Une dernière question. Au plan d'occupation du sol. Généralement, la communauté urbaine, par exemple la communauté urbaine de Yaoundé, dans ces démembrements que sont les mairies d'arrondissement, impose à ce que chaque mairie, n'est-ce pas, puisse définir un plan d'occupation du sol. Et au niveau de ces mairies, il y a des instances, n'est-ce pas, qui passent dans les quartiers pour essayer de voir, n'est-ce pas, est-ce que les gens construisent dans des zones véritablement dites constructives, dans des quartiers. C'est cela qu'il y a la croix rouge que vous voyez souvent sur des maisons, parce qu'on identifie ces zones-là comme des zones à risque. Et parfois même, quand vous n'avez pas le permis de bâtir, les gens insistent à construire et construisent dans les zones là, parce qu'en fait, quand on met la croix
quand on met cette croix-là, alors que vous n'avez pas eu le permis de bâtir, ça vous dit déjà absolument que vous avez quelque chose à voir. Il faut aller là-bas pour identifier, est-ce que là où j'ai construit, est-ce que c'est défini comme une zone où on peut bâtir une maison. Donc, il y va déjà de la gouverne même des citoyens à l'endroit où ils sont localement, à eux-mêmes chercher l'information. L'information est là, l'information n'est pas cachée. Et vous savez très bien que la loi domaniale, par exemple, du Cameroun, dit que les zones marécageuses ne sont pas des zones constructives autant que les zones de collines. Parce que les collines, il y a des époulements qui peuvent survenir et il y a également dans les zones où il y a des cours d'eau, où il peut y avoir des inondations. Donc, véritablement, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas d'information sur ce sujet-là. Donc, à chacun de pouvoir se renseigner au-delà de venir auprès des autorités locales, aller également au niveau des mairies où il y a des pôles. Il y a des pôles de renseignement sur ces points-là. Merci. Une dernière question. Merci beaucoup. Pour ma part, on regarde tout ce qui a été dit ici. Je pense qu'il y a Yaoundé, la ville de Yaoundé. Déjà, là où nous sommes ici, c'est carrément une zone marécageuse. Si on poursuit, le Hilton, le centre-ville, est dans une zone marécageuse. Est-ce qu'il n'est pas déjà temps de délocaliser la ville? Parce que Douala a été délocalisé, Douala a été délocalisé, nous sommes rendus à Yaoundé, la troisième ville. N'est-il pas le moment maintenant de pouvoir créer notre ville? Merci. Je me pose là vraiment un problème purement d'urbanisme. Alors, mon avis, est-ce qu'il faut délocaliser le centre-ville de Yaoundé ou bien délocaliser la ville de Yaoundé? Je crois qu'il faut poser la question. La capitale, oui, ta question à la fois technique et politique, mais moi, en tant que technicien, il faudrait d'abord déjà voir avec les urbanistes, les architectes, voilà, est-ce qu'il serait vraiment nécessaire aujourd'hui de délocaliser la capitale Yaoundé, ou alors faut-il entreprendre des travaux adéquats pour mitiguer certains risques qui sont récurrents dans la ville de Yaoundé. Donc, moi personnellement, voilà comment je pourrais adresser la problématique. Donc c'est mieux de référer aux experts dans le domaine. Merci, monsieur le directeur, chers amis de la presse, chers invités, mesdames et messieurs. Voilà parvenu au thème de notre exposé qui nous édifiait tous sur la gestion des risques de catastrophe. Donc, nous allons nous soumettre à l'exercice de la presse, une interview de fin et nous allons prendre congé